Dans le cœur aride du Sahel, le Burkina Faso vit depuis des générations sous la tyrannie d'un soleil implacable. Ici, l'eau n'est pas un droit acquis, elle est une quête quotidienne, parfois désespérée. Plus de 60% des habitants vivent de l'agriculture de subsistance, dépendante de pluies rares et imprévisibles. Lorsque les nuages disparaissent, les champs se transforment en poussière et les villages en longues files d'attente autour d'un puits presque sec. L'année 2024 a marqué un tournant brutal. Les sécheresses répétées ont détruit les récoltes, laissant plus de 2,3 millions de personnes en situation de besoin urgent d'aide humanitaire. Des familles entières ont dû choisir entre vendre leurs maigres biens pour acheter de l'eau ou voir leurs enfants quitter l'école pour marcher des kilomètres à la recherche d'un bidon. La soif n'était plus une métaphore, elle était devenue une arme silencieuse contre l'avenir. Les institutions internationales ont réagi, mais comme toujours, trop tard et sous condition. Des cargaisons de sacs de riz et de bouteilles d'eau sont arrivées, accompagnées de discours sur le développement durable et de nouvelles dettes imposées. Mais Ibrahim Traoré, témoin de cette tragédie, a posé une question simple et implacable. Jusqu'à quand l'Afrique tendra-t-elle la main pour mendier son eau ? C'est de cette douleur, de cette humiliation répétée qu'est née une idée folle, presque impossible. Transformer l'eau en trésor enfoui, la protéger comme on protège l'or ou le pétrole. Une idée qui bientôt allait défier les sceptiques et réveiller tout un continent. Face au désespoir, Ibrahim Traoré a choisi l'audace. Là où d'autres dirigeants auraient imploré plus d'aide étrangère, lui a conçu un projet inédit, presque inimaginable, ensevelir l'eau sous le désert pour la protéger. Un concept si simple qu'il semblait absurde, et pourtant si révolutionnaire qu'il pouvait transformer l'avenir du Burkina Faso. Le principe, capter l'eau, qu'elle vienne de pluies rares, de rivières saisonnières ou même d'unités de dessalement installées grâce à des partenariats régionaux, puis l'injecter profondément sous terre dans des réservoirs protégés par des couches de sable et de roches. Ces lacs invisibles, abrités des rayons brûlants du soleil, empêchent l'évaporation et conservent la ressource pour les périodes de crise. Le peuple a baptisé cette eau nouvelle « l'eau qui dort ». Les ingénieurs burkinabés ont mobilisé des techniques locales inspirées de savoirs anciens combinés à des innovations modernes. Canaux enterrés, conduites couvertes de basalte pour limiter les fuites et usage d'énergie renouvelable pour pomper et redistribuer. Chaque détail du projet avait une dimension de survie et de dignité. Bien sûr, la presse occidentale a ri. Certains journaux ont parlé d'un mirage africain, d'autres ont dénoncé une gabegie technologique. Mais Traoré a répondu avec calme « On nous a dit que c'était impossible. Pourtant, pour nos enfants, nous n'avons pas le droit de reculer. » Ce plan, surnommé « Silent Réservoir », n'était pas seulement une stratégie d'ingénierie. C'était un manifeste politique, prouver que même un pays enclavé, sans mer, sans pétrole, pouvait inventer son propre miracle. Depuis des siècles, l'Afrique a été contrainte de considérer l'eau comme une aumône. Les barrages venèrent de l'extérieur, les financements dépendaient des bailleurs internationaux et chaque goutte semblait appartenir à ceux qui signant les contrats, pas au peuple qui en avait du besoin. Ibrahim Traoré a brisé cette logique. Pour lui, l'eau n'était pas une faveur mais un droit inaliénable, au même titre que la terre, l'or ou l'uranium. C'est dans ce contexte qu'il formula une doctrine claire, l'eau et souveraineté. Une phrase simple mais lourde de conséquences. Elle signifiait que le Burkina Faso ne mendierait plus son avenir hydrique aux institutions étrangères. Elle signifiait que l'État, et non les compagnies privées, devait être le garant de cette ressource vitale. Concrètement, cela se traduisit par de nouvelles lois nationales, interdiction de privatiser les sources stratégiques, création d'un registre hydrique contrôlé par l'État et mise en place d'une garde bleue, une unité spécialisée chargée de surveiller les nappes et d'empêcher les forages illégaux. Désormais, exploiter l'eau en dehors du cadre fixé par Ouagadougou équivalait à une atteinte à la souveraineté nationale. L'annonce choqua les élites occidentales. Comment un petit pays enclavé osait-il comparer l'eau à l'arme nucléaire des grandes puissances ? Mais c'est précisément ce parallèle que Traoré revendiquait. L'eau, disait-il, est plus précieuse que l'or, car sans elle, aucun peuple ne survit. Cette doctrine fit naître une nouvelle fierté chez les Burkinabés. Dans les villages, on répétait « Notre président nous a rendu notre eau ». Pour la première fois, l'idée que le destin hydrique du pays ne dépendait plus de la pluie ni des bailleurs étrangers devint une réalité palpable. Contrairement aux grands projets spectaculaires que l'Occident aime exhiber, ces barrages géants ornés de panneaux publicitaires de la Banque mondiale, la stratégie de Traoré fut tout autre. Pas de cérémonie tape à l'œil, pas de consultants étrangers en costume-cravate, mais une armée silencieuse d'ingénieurs et d'ouvriers burkinabés. Leur mission, bâtir des barrages invisibles. Ces ouvrages ne se dressaient pas fièrement au-dessus des vallées.
Ils étaient discrets, souvent enfouis dans le paysage, conçus pour retenir la moindre goutte d'eau sans éveiller la convoitise, ni des spéculateurs, ni des ennemis. De petites digues en pierre, des bassins d'infiltration, des réseaux souterrains de canaux recouverts de sable, voilà l'architecture secrète qui transformait peu à peu les terres arides du Sahel. En seulement 2 ans, plus de 300 micro-barrages et bassins de rétention furent construits ou restaurés. Leur efficacité était redoutable. Retenir l'eau des crues soudaines, la faire s'infiltrer lentement dans le sol, recharger les nappes phréatiques et offrir au village un stock invisible mais constant. Ce n'étaient pas des miracles, c'était la science alliée à la volonté. Dans les campagnes, les résultats furent immédiats. Là où les champs se fanaient en quelques semaines, on voyait de nouveau du maïs, du mil et du sorgho verdir. Les femmes n'étaient de plus obligées de parcourir 20 kilomètres pour remplir une calebasse. Les troupeaux, autrefois décimés par la soif, retrouvaient des points d'abreuvement. Certains paysans disaient « le sol respire à nouveau ». Mais au-delà de l'agriculture, ces barrages invisibles étaient porteurs d'un message politique. Chaque ouvrage représentait une victoire silencieuse contre la dépendance. Chaque goutte retenue était une gifle donnée aux puissances qui voulaient voir le Burkina à genoux, quémandant des camions-citernes d'aide humanitaire. Les experts occidentaux critiquèrent le projet, le qualifiant de non rentable, archaïque ou insignifiant. Pourtant, sur le terrain, les paysans savaient que ces barrages, modestes mais nombreux, constituaient le vrai bouclier de leur survie. Invisible pour les satellites, invisible pour les spéculateurs, mais bien réel pour ceux qui vivaient grâce à eux. Sous les plaines arides du nord du Burkina Faso, bien plus anciens que les royaumes, bien plus précieux que l'or, sommeille un trésor oublié, l'eau fossile. Une eau née il y a plus de 10 000 ans, piégée sous des couches rocheuses depuis l'époque où le Sahara était encore un océan de verdure. Invisible, silencieuse, intacte, mais surtout non renouvelable. Lorsque les géologues burkinabés confirmèrent l'existence de ces nappes profondes, l'émotion fut immense. Pour beaucoup, c'était comme découvrir un coffre-fort ancestral, un héritage des âges glaciaires offert aux générations actuelles. Mais pour Ibrahim Traoré, ce cadeau pouvait devenir un piège mortel. Car cette eau, une fois pompée et consommée, ne reviendrait jamais. Là où d'autres auraient cédé à la tentation d'exploiter immédiatement ce trésor pour apaiser la soif du présent, Traoré imposa une règle d'airain. Ne pas dilapider l'héritage des ancêtres. Par décret présidentiel, l'eau fossile fut classée ressource stratégique non renouvelable, au même titre que l'uranium ou l'or. Quiconque forerait illégalement dans ces nappes risquait désormais les mêmes sanctions que pour une mine clandestine. Saisie des machines, poursuites pénales, réparations intégrales. Le président allait encore plus loin. Chaque goutte puisée dans ces réservoirs devait être compensée par des investissements dans des systèmes de captage de surface ou dans le dessalement solaire. L'eau d'hier ne pouvait être consommée qu'à condition de préparer l'eau de demain. C'était une vision radicale mais lucide. Assurer la survie sans sacrifier l'avenir. Bien sûr, les critiques le fusèrent. On accusa Traoré de paralyser le développement, de laisser mourir son peuple assis sur un lac invisible. Mais les partisans de cette politique voyaient le plus loin. Il ne s'agissait pas seulement d'étancher la soif immédiate, mais de préserver une chance de vie pour les générations futures. Dans les villages, un proverbe nouveau circulait « L'eau fossile n'est pas un cadeau, c'est une dette ». Une dette envers les enfants qui naîtront demain et qui auront, eux aussi, besoin d'une source pour continuer l'histoire. En 2025, le Burkina Faso réalisa ce que beaucoup jugeaient impensable. Un pays sans mer, sans grand fleuve, venait de se créer son propre fleuve souterrain. On l'appela bientôt le fleuve invisible. Tout commença par une diplomatie audacieuse. Ibrahim Traoré signa avec la Guinée et la Côte d'Ivoire 2 traités inédits. Offrir à un pays enclavé un droit d'accès permanent à l'océan Atlantique, non pas pour commercer, mais pour puiser de l'eau salée. De là naquit un corridor stratégique. Des pipelines de plusieurs centaines de kilomètres transportèrent l'eau de mer jusqu'aux portes du Sahel, où de gigantesques unités de dessalement solaire la transformèrent en eau douce. Mais la véritable révolution fut de l'enterrer. Plutôt que d'exposer cette ressource vitale à l'évaporation, au sabotage ou aux spéculateurs, Traoré ordonna la construction d'un réseau de canalisation souterraine long de plus de 1200 km, recouverte de polymères thermiques, surveillée par des capteurs numériques, protégée par la loi nationale comme un bien de sécurité. Ces artères d'acier devinrent les veines du Burkina. De Kaya à Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso jusqu'aux frontières du Niger, l'eau circulait désormais sans bruit, alimentant des champs d'irrigation, des serres hydroponiques, des réservoirs d'urgence. Dans les villages, on n'attendait plus la pluie. L'eau arrivait par la terre, comme si la nature elle-même avait décidé de récompenser la persévérance.
Pour les ingénieurs, c'était de la science. Pour les paysans, c'était un miracle. On racontait dans les marchés que le désert lui-même s'était mis à couler. Mais au fond, ce fleuve invisible n'était pas seulement une prouesse technique. Il était une arme de souveraineté. Car un pays qui contrôle son eau n'a plus à tendre la main aux bailleurs ni aux ONG. L'Occident dénonça une folie coûteuse. Mais les Burkinabés voyaient autre chose, une victoire contre la fatalité. Chaque mètre de canalisation était un acte de résistance. Chaque goutte d'eau qui circulait sous leurs pieds était une preuve que, même sans océan, un peuple pouvait se donner son propre fleuve. Et dans les mosquées, les écoles, les villages, on répétait cette phrase de Traoré, devenue presque un serment. Nous n'avons pas attendu la pluie. Nous avons créé notre rivière. Août 2025, devant la nation réunie, Ibrahim Traoré prononça des mots qui résonneront peut-être un jour dans les manuels d'histoire. Nous n'avons pas attendu la pluie. Nous n'avons pas attendu la permission. Nous n'avons pas attendu l'aide. Nous avons agi. Ce n'était plus seulement un discours. C'était la preuve tangible qu'un peuple pouvait se libérer de ses chaînes climatiques et politiques. Le Burkina Faso, longtemps considéré comme une terre condamnée par la sécheresse, venait de prouver que la survie n'était pas un miracle mais une décision. Les champs qui reverdirent, les villages qui retrouvèrent l'eau potable, les enfants qui reprirent le chemin de l'école au lieu de marcher des kilomètres pour remplir une jarre, tout cela formait une renaissance. Le pays, autrefois symbole de fragilité, devenait un laboratoire vivant d'indépendance africaine. À travers l'Afrique et au-delà, ce geste fit trembler des certitudes. Si un pays enclavé, pauvre en ressources, assiégé par la sécheresse, pouvait bâtir son propre fleuve et protéger son avenir, alors plus aucune nation n'avait d'excuse pour se résigner. Le message était clair, la souveraineté ne se demande pas, elle se construit. Et pour l'Occident, habitué à voir l'Afrique dépendante de ses aides, ce fut un choc. Car désormais, le continent n'apparaissait plus comme un réceptacle de charité, mais comme une force capable d'inventer ses propres solutions. Traoré résuma tout dans une seule phrase, gravée dans les mémoires. Nous n'avons pas demandé la permission d'être libres, nous avons pris notre liberté et nous avons creusé notre avenir. C'est plus qu'un projet d'eau, c'est une révolution silencieuse qui change la carte du monde. Si cette histoire du Burkina Faso et du président Ibrahim Traoré vous inspire, partagez-la. Faites entendre cette vérité qu'en Afrique comme ailleurs, les peuples ont le droit de vivre debout et souverains. Abonnez-vous si vous croyez que la vérité est plus forte que les titres des journaux. Laissez un commentaire. Pensez-vous que d'autres nations d'Afrique suivront ce chemin de courage et d'innovation? Parce que l'histoire du Burkina Faso n'est pas seulement celle d'un pays. C'est peut-être le début d'un siècle nouveau où l'Afrique n'attend plus, elle agit.